Est-il inutile de voter ? En France, le résultat des élections législatives anticipées et tout ce qui a suivi ont été pour certains l'occasion de remettre sur la table le sujet de l'utilité du vote aujourd'hui. Beaucoup de personnes partent du postulat que le vote, en tout cas tel qu'il est institué aujourd'hui, ne serait pas le moyen le plus efficace pour exprimer la volonté du citoyen, ou alors que si quand bien même il le serait, eh bien ce ne serait pas suffisant étant donné que l'issue du vote dépendrait aussi des stratégies mises en place par les politiques. L'exemple le plus récent est celui des législatives anticipées, où le RN était le parti qui avait obtenu le plus de voix, mais cela avait été rendu inefficace à partir du moment où les partis d'opposition mettaient en place des désistements entre eux, pour limiter le nombre de sièges que le RN pourrait avoir. Peut-on donc dire que le droit de vote aujourd'hui est utile ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. En France, le vote est institué pour la première fois en 1791, suite à la Révolution française et à la mise en place de la monarchie constitutionnelle. Le vote a largement été influencé par les théories liées au terme de souveraineté. Cette notion, créée par Aristote puis définie par Jean Bodin en 1576, semble nommer un pouvoir, celui de créer des lois, créer des règles, d'être affranchi de tout pouvoir ou autre chose. Lorsque Jean Bodin parlait de souveraineté, il parlait de la souveraineté d'un État, en prenant pour exemple le royaume de France au XVIe siècle, qui s'était émancipé de l'influence de l'Église et du Saint-Empire. Il le définissait donc comme un État devenu souverain. La période de l'Ancien Régime est d'autant plus intéressante en ce qu'elle permet de constater une chose. Il y a un décalage entre le détenteur de la souveraineté et celui qui l'exerce. Par exemple, avant la Révolution, l'État est le détenteur de la souveraineté, mais celui qui l'exerce est celui qui le représente, donc en la personne du roi. C'est le roi qui fait la loi, c'est le roi qui rend la justice quand il ne la délègue pas à ses parlements, c'est le roi qui dirige l'armée, etc. On constate donc qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre détenir la souveraineté et l'exercer. Lorsque le roi meurt, par exemple, un autre le remplace et exerce la souveraineté de l'État à sa place. La souveraineté ne meurt pas en même temps que le roi. Cela nous ramène donc en 1789. Il va être beaucoup plus facile à présent de comprendre ce qui a justifié l'introduction du suffrage lors de la Révolution. La Révolution a été l'occasion de remettre en cause l'exercice de la souveraineté sous l'Ancien Régime. Deux théories en particulier vont vouloir redéfinir le détenteur de la souveraineté ainsi que celui qui l'exerce. Nous avons d'un côté la souveraineté populaire de Jean-Jacques Rousseau, et de l'autre la souveraineté nationale promue par Sieyès. En premier lieu, la souveraineté populaire de Rousseau choisit le peuple comme détenteur de la souveraineté, mais aussi comme celui qui va l'exercer. Il explique que tous les Français ont un bout de souveraineté en eux, et que le peuple n'est pas une entité abstraite mais bien réelle. Ainsi, il prône une démocratie directe, où le peuple exercera le pouvoir directement, sans représentant, par exemple via des référendums d'initiative citoyenne quoi. Ainsi, l'on constate que Rousseau avait une volonté de mettre fin au décalage créé entre le détenteur de la souveraineté et celui qui devait l'exercer, qui ne serait plus qu'une seule et même personne, donc le peuple. Cependant, la souveraineté nationale mise en avant par Sieyès n'était pas vraiment de cette opinion. Ici, le titulaire de la souveraineté est la nation, qui est une entité abstraite, qui n'est pas uniquement basée sur le présent comme l'est le peuple, mais qui est également basée sur le passé et les générations futures. De plus, l'exercice de la souveraineté n'est pas confié au peuple, mais à ses représentants, et c'est donc là que le vote intervient. Cependant attention, car on pourrait penser que dans la souveraineté nationale, c'est le peuple qui est souverain puisque c'est lui qui élit ses représentants. Sauf que Sieyès insistait bien sur le fait que le vote n'était pas un droit, car il n'était pas forcément attribué à tout le monde. Il était effectivement partisan d'un suffrage censitaire, donc un suffrage réservé à ceux qui payaient le cens, donc un impôt, ce qui n'était clairement pas le cas de la totalité de la population à l'époque. C'était donc bien la nation qui était détentrice du pouvoir souverain et non le peuple. Cependant, 2 siècles sont passés et on peut dire que les temps ont bien changé. Nous sommes passés à une 5ème République, l'article 24 de la Constitution dispose que les députés sont élus au suffrage universel direct. Vous l'aurez donc compris, nous avons ici un mélange de souveraineté nationale et populaire. Une sorte de souveraineté mixte quoi. Puisqu'ici, le détenteur de la souveraineté semble être le peuple, celui-ci disposant du droit de vote sans que celui-ci soit censitaire ou autre. Il va nommer des représentants à la personne des députés, mais également du président de la République, qui vont donc être ceux qui vont exercer la souveraineté. Mais le vote d'aujourd'hui est-il utile donc ? Bien si l'on suit ce qu'il a été dit avant, le droit de vote semble être le meilleur moyen pour un citoyen français de montrer qu'il possède une part de souveraineté. C'est la population qui choisit ses représentants, et les représentants ne peuvent se choisir tout seuls. Ce qui peut cependant créer le sentiment que le vote n'est pas utile, est lié au fait que le peuple français n'est réduit qu'à être le détenteur de la souveraineté, et non celui qui l'exerce.
Il choisit ses représentants, mais ceux-ci ne sont pas soumis à un mandat impératif. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas nécessairement effectuer une action qu'ils avaient pourtant promis de faire lorsqu'ils seraient élus. Ils ne sont pas obligés de tenir leurs promesses, quoi. Et cela joue énormément dans la considération du vote aujourd'hui. Le peuple choisit ses représentants, mais à quoi ça sert si jamais au final ils peuvent très bien prendre des décisions qui ne seraient pas au goût de leurs électeurs, ou même prendre des décisions qui iraient dans leur sens, mais sans possibilité de les mettre en place, par exemple à cause d'une absence de majorité. Je pense donc que c'est ce décalage entre le fait de détenir et le fait d'exercer la souveraineté qui crée cette espèce de malaise lié au droit de vote. On peut donc penser que la solution serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire du peuple l'entité qui détiendra et exercera la souveraineté, comme le voulait au final Jean-Jacques Rousseau. Cela pourrait se faire soit via la mise en place d'un mandat impératif, les représentants devront nécessairement effectuer des actions définies par leurs électeurs, au risque d'être démis de leurs fonctions. Ou alors passer par la suppression du système de représentation au profit d'autres outils tels que le référendum d'initiative citoyenne très demandé actuellement. Le problème n'est donc pas lié à l'utilité du vote. Celui-ci est définitivement utile en ce qu'il est la preuve que le peuple est souverain. L'abstention est le meilleur ami de la dictature. Si jamais elle gagnait du terrain, la population n'aurait plus aucune once de souveraineté en elle. Les dirigeants ne représentant personne pourraient imposer leurs règles à tous. Je pense donc que le problème réside plutôt dans le degré d'utilité du vote. Le vote serait bien mieux considéré si celui-ci permettait par exemple d'aboutir directement à des projets de loi. La population serait directement responsable de ses décisions, sans pouvoir rejeter la faute sur des politiques qui ne les écouteraient pas assez ou autres. Cependant, on peut aussi mettre sur la table la question de la compétence des personnes détenant le droit de vote. Est-il vraiment raisonnable de pouvoir permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir avoir une voix très conséquente lorsque celui-ci n'est pas nécessairement le plus qualifié dans l'élaboration et l'analyse d'un projet politique quelconque? La date de la Première Guerre mondiale. Et 1945. Ok, la fin. 1947. 45-40... Combien 48. 45-48. Je suis trop chaud. Ok. Deuxième Guerre mondiale. C'est pas dans les 60, un truc comme ça. 65. Ouais, 65. C'est ça? Et la fin? Trop chaud. Je sais pas, moi je dirais 67. Non, 65-69. Ah. Bref, ce sujet suscite évidemment de nombreuses questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, et puis je vous dis à bientôt.